Je ne savais pas exactement ce que j'allais faire. J'avais une sorte de pulsion intellectuelle, mais pas plus. Hein. Il faut bien. Par exemple, bon, je faisais partie de ce groupe que je décris en Roumanie, où il y avait Isidore Izou et deux autres garçons. Bon, Isidore Izou est venu avec une idée très précise à Paris. Hein. Il est venu pour faire le lettrisme. Mais ce groupe, il tournait autour de la revue d'art ou il était autour de la revue d'art et puis autour des obsessions de chacun. Enfin, bon. Et donc, je suis venu à Paris avec juste une volonté de faire quelque chose intellectuellement, mais pas avec une idée très précise. Alors la première chose, effectivement, ça a été le problème des études, qui était un double problème. C'était à la fois un problème de papier et un problème de qu'est-ce que ça veut dire faire des études à la Sorbonne quand on n'avait aucun droit. Hein, c'est-à-dire, bon, je ne pouvais pas envisager faire de la philosophie, par exemple, d'abord parce qu'il fallait être agrégé normalien, mais ensuite il fallait être aussi de nationalité française. Pour faire de la philo, on ne pouvait pas démarrer en étant... On pouvait faire, mais enfin, ça n'avait pas de sens très précis. Hein. Et n'oublie pas qu'à ce moment-là, je travaillais au comptoir de confection et puis au comptoir des petits fabricants de chaussures. Et donc, j'avais l'idée, d'abord, comme j'avais fait les mathématiques et j'avais un diplôme suffisant, je pense, de l'école polytechnique, l'équivalent de l'école polytechnique de Bucarest, j'ai pensé que je pouvais entrer à l'école polytechnique à Paris. Et donc je me suis rendu compte immédiatement que ce n'est pas la même chose, que c'est un truc militaire. Et il y a une sorte de coïncidence, il y avait un peu d'enseignement d'anthropologie et sociologie, mais moi, c'était mort, ça n'existait pas grand-chose, il y avait Davis, c'était très triste. Puis il y avait Gurvitch, il fallait se le taper. Et donc, il y avait la création de la psychologie. Je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Moi, je ne connaissais pas la psychologie. L'idée des sciences, je ne l'avais pas, hein, il faut bien le voir. Parce que j'avais commencé à un peu faire de la sociologie en Roumanie. Hein. Et donc, j'ai commencé à faire de la psychologie. Mais j'avais cette idée quand même d'une vie intellectuelle. Parce que, à la limite, une sorte d'idée religieuse. Je vais à la bibliothèque. Oui, puisque je me suis fait serment que je vais devenir un homme d'études, un scholar, hein, pendant la guerre. Ça a été, si je survivais, je ferais ça. Et donc, la première chose, c'est que j'ai mené une vie de scholar. J'allais le soir à la bibliothèque de la Sainte-Geneviève, et puis vers 1950, quand j'ai fini la licence, je me suis inscrit, je suis allé immédiatement à la Nationale. Mais comment tu as fait quand tu es arrivé de Roumanie? Tu as passé un bac? Comment tu as fait quand tu as Non, débarqué? j'avais un bac roumain. Ah d'accord. J'avais le bac. Et à ce moment-là, il y avait un examen à passer, je ne me souviens plus. Il y avait pour la fac. Pour entrer à la fac. Et donc je suis entré à la fac, j'ai fait la licence en 1 an. Et puis, bon, disons, qui étaient liées à des essais que j'avais écrits encore en Roumanie. La première, c'était la nature. Je ne pourrais pas expliquer, il faudrait que je fasse une très longue analyse pourquoi ce truc-là m'a obsédé. Donc la nature liée à la science, au problème de la technique, etc. Et c'est en fait pour ça que je suis allé à la Nationale. Parce que là, je pensais que je trouverais les livres qu'il me faudrait. Moi, dans le temps, on entrait plus facilement à la Nationale qu'aujourd'hui, parce qu'en fait, il y avait pas de monde, et puis on vous donnait plus facilement le droit d'entrée. Donc la littérature, forcément, puisque toute ma vie, j'ai été lié avec des types littéraires, comme Isidore Izou, puis ensuite Paul, et puis d'autres gens, Paul Celan. Et donc... c'était votre humanitude qui vous disait, là? Non, gens que vous avez rencontrés en Roumanie? Enfin, non, avec Izou, c'était une amitié d'enfance, mais... non, le fait que, bon, quand tu arrives quelque part, au départ, qui te rencontrent, c'est surtout des réfugiés, des étrangers. Tu rentres
plutôt dans les sociétés d'étrangers plus facilement que dans la société française, disons, je suppose allemande ou américaine. Et donc, l'énigme, je me posais la question, mais après tout, Proust, il décrit une société. Hein? Quel est le rapport entre, si tu veux, Proust, qui décrit la société française, et une théorie sociologique? C'est aussi primairement que ça, je me suis posé la question. C'est-à-dire, est-ce que si on veut comprendre comment les gens ont participé à la guerre, la cruauté, on ne peut pas toujours dire qu'ils étaient fascistes parce qu'ils étaient capitalistes ou le retour à la barbarie, tu sais, toutes ces théories qui avaient cours après la guerre. Hein? Au point que tous les gens qui étaient dans les camps étaient décrits comme antifascistes, enfin tu vois, tout ce qui s'est passé. Et alors je pensais donc qu'il fallait penser à ce niveau-là, de ce qu'ils pensent les gens tous les jours, de leur langage, de leurs relations. D'autant plus que, comme je suis passé par ces camps de personnes déplacées en Allemagne, en Italie, que j'ai parlé avec des Allemands, par exemple, pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre, eux, je l'ai écrit dans la chronique, pourquoi ils ne pouvaient pas comprendre, eux, qu'ils n'étaient pas innocents. Comment quelqu'un qui a vu ça, qui a entendu ça, pouvait se considérer innocent, quel était ce mécanisme, qu'il n'y avait pas de domination sociale ou d'un appareil social dans cette société décomposée, parce que la société allemande, après la guerre, qu'est-ce qui faisait que les gens ne pouvaient pas accepter ce qu'ils voyaient, ce qu'ils savaient. Bon. Alors donc, comme ça, je suis arrivé à m'intéresser à ce qu'on peut dire des phénomènes psychosociaux, dans le sens de phénomènes du sens commun, de la pensée du sens commun, le langage du sens commun, etc. Et quand tu as pris cette direction justement vers la psychosociaux, qu'est-ce que tu as fait de ton idée de nature? Parce que c'est dans ton travail. J'ai fait les deux choses en même temps. Oui, c'est ça. Donc j'ai mené une vie double. Oui. Tu as mis une vie triple. Non, enfin, vie double, au moins. Intellectuellement, deux champs de travail. Disons, d'un côté, c'était la Bibliothèque nationale, c'était la rive droite, et de l'autre côté, c'était la rive gauche. Et alors, donc, j'ai eu cette idée d'étudier ça, le sens commun. Et j'ai pensé effectivement que la pénétration des grandes théories dans le sens commun est le problème. Alors, il faut dire pourquoi quand même c'était important, c'est que dans la vision de la modernité, dans la vision du marxisme ou du non-marxisme libéralisme, l'idée était toujours que la pensée scientifique va remplacer la pensée du sens commun. Et que ce soit sous forme soit que dans le mode de pensée ou dans le contenu de la pensée. Pour le marxisme, c'était une conception scientifique du monde. Donc, il y avait toute cette idée de le peuple ne pense pas ou les gens pensent mal, etc. Oui, il y avait une autre chose qui m'avait aussi choqué, c'est que quand on parle des préjugés, même aujourd'hui, on pense que les préjugés, c'est quelque chose qui est celui de la masse. Hein, et que, que dans le monde de la fabrication de la culture, il n'y en a pas. Hein. Or, malheureusement, moi j'ai vécu dans un pays où on peut dire que les théories fascistes, antisémites ont été fabriquées par des intellectuels. Je n'y peux rien. Sioran, qui était un grand adorateur d'Hitler, Mircea Eliade, tous ces gens-là, les grands historiens, tout ça c'était fabriqué par les intellectuels. Les grandes persécutions ont commencé dans les universités, avant pratiquement de commencer dans les rues. Hein.
Et je pense que si on faisait une recherche, Oui, les verrait, dénonciations, etc., on verrait bien que ça c'est vrai ailleurs aussi, Oui. même peut-être en France même. Oui. Et alors donc, je me suis dit, mais après tout, ces intellectuels ne sont pas tellement enfin, je veux dire, non, sans Ah, efficacité, oui, oui, oui. sans efficacité sociale, c'est-à-dire ces livres qu'ils fabriquent, ce ne sont pas des livres sans efficacité sociale, sur soi-disant préjugés populaires. Il existe, je ne discute pas ça, mais le fait qu'ils prennent une forme systématique, culturellement structurée, justifiée, etc., c'est quand même leur travail. Hein. En fait, la légitimité des préjugés populaires provient des intellectuels. Et donc je me suis posé cette question finalement, disons la philosophie des sciences se posait toujours la question comment on passe du sens commun à la pensée scientifique, et je me suis posé la question inverse, comment on passe de la pensée scientifique dans le sens commun, puisque ça rentre dans la culture, et on sait par ailleurs, enfin même si on n'en tirait pas de grandes conséquences, que les théories du passé font partie du sens commun. À un moment donné, ça devient une partie de la culture. Et c'est quand même très intéressant de voir qu'elle pénètre parfois d'abord dans le sens commun. Hein. Par exemple, la relativité est peut-être populaire avant qu'elle soit acceptée dans les universités. Hein. Et c'est vrai de la psychanalyse aussi. Hein. Et alors donc, j'avais proposé à ce moment-là à Lagache, qui était le créateur de la licence de psychologie en France, que je ne connaissais pas d'ailleurs. Enfin, reviens toujours au problème un peu de, je devais faire un diplôme, parce que c'était toujours aussi en partie un problème de papier, hein, il fallait être inscrit, etc. Et alors je dis, je vais aller voir Lagache, je proposais ce diplôme, alors il a accepté, et en 51, j'ai travaillé un peu, hein, parce qu'il m'a dit, mais bon, vous voulez faire ça, il faut que vous alliez voir un peu comment on travaille, faire des interviews, etc., etc. Et effectivement, c'était une chose importante. Et donc, j'ai travaillé un peu. Et donc, c'est à ce moment-là que ça a commencé, cette vie duale, si tu veux, la bibliothèque, la rive droite et la rive gauche, c'est-à-dire, je travaillais sur les problèmes de sciences, nature, etc., à la nationale, et les autres choses à la Sorbonne. Et puis, le grand miracle, c'est qu'en 51, il me propose d'entrer au CNRS. Qui, que, quoi, comment Lagache. ça s'est fait? Lagache, ah oui. Oui, il me dit, présenté au CNRS. Hein. Tu comprends, pour moi, c'était... D'abord, je ne savais pas ce que c'était. Ensuite, je voyais pas pourquoi. On va peut-être rentrer dans la maison, Oui. continuer en dehors du... Revenir sur les raisons pour lesquelles je suis allé voir Lagache. Oui, ça c'est vachement intéressant. Ça. Ma tasse de thé, c'est pas ça. Et donc, je suis allé voir Lagache, qui lui faisait le certificat de psychologie de la vie sociale, et qui, disons, était plus ouvert vers ce genre de problème, et puis même du point de vue méthodologique. Hein. C'était quelqu'un qui envisageait fort bien qu'on puisse faire des observations, hein, parce que c'était la psychologie très behavioriste et très expérimentale. Je n'ai rien contre, puisque j'ai fait moi-même des expériences, mais ça ne répondait pas à mes questions. On va peut-être rentrer, parce qu'il y a beaucoup de vent. Et alors, là, disons, je sais pas, il y a des problèmes métaphysiques que j'ai avec moi-même quand je pense maintenant, parce que
D'abord, moi qui suis un type assez solitaire, je suis arrivé à intéresser des gens. Hein. Ça, c'est une chose que je me suis posée à travers toute ma vie. Ou surtout maintenant, j'y pense. Hein. Ouais. À me lier à des gens, parce que finalement, je suis devenu quelqu'un de très proche de Lagache, alors que nous étions, je sais pas, tu vois, je l'avais arrêté dans la cour de la Sorbonne, je me regardais comme ça. Et donc, je suis venu en fait pour m'inscrire en diplôme, à ce moment-là, c'est un diplôme d'études supérieures, je ne sais pas quoi. Et donc, je l'ai revu une ou deux fois, et il me propose d'entrer au CNR. À ce point-là, mais tu avais travaillé avec lui, tu avais fait un diplôme. Non, je n'ai rien fait. Et il t'a proposé d'entrer au CNRS. Oui, je veux dire. Et alors, moi, le CNRS, d'abord, je ne savais pas ce que c'était. Hein. N'oublie pas, j'étais que depuis 2-3 ans en France. Hein. Je ne savais pas ce que c'était, j'avais peur, et puis je me suis dit, mais sur quels critères les gens diraient que je mérite d'être intégré au CNRS ou recruté. Enfin, c'était, je me souviens, j'ai passé une année d'été 51 assez difficile. Pris au premier tour, en automne 51, je suis entré au CNRS. Dans un laboratoire alors? Dans un laboratoire, enfin, c'était aussi improvisé, ça n'existait pas encore tout ça. Vous regardez maintenant les sciences sociales comme quelque chose qui existe. À ce moment-là, ça n'existait pas. Hein. Il y avait un truc un peu particulier que je ne connaissais pas d'ailleurs, qui était le centre sociologique, et puis basta. Et puis il y avait l'Institut de psycho, mais lui n'avait aucun instrument. Enfin, ils étaient censés de faire. Qu'est-ce qu'il y avait eu? Il y avait une époque où Staline est intervenu dans la science, il y avait à Paris la bataille entre la science prolétarienne et la science bourgeoise. Il y avait Lysenko, il y avait Lysenko, etc. Et donc c'était une atmosphère assez... Alors, il faut bien dire, moi, les gens parlent de Sartre, de Merleau-Ponty, mais pour moi c'était très loin. Enfin, je veux dire quand même, j'étais un étranger, j'étais décentré. Au fond, je vivais à l'hôtel. Hein. Ah, ça c'est une chose importante maintenant que je vais écrire, je vais parler de la vie de l'hôtel. Parce que... Tu vivais dans un hôtel? Ben, oui, je veux dire, on oublie que les étrangers qui vivent, enfin pas seulement les étrangers, beaucoup de gens vivaient à l'hôtel. Et qui était une vie très particulière. Hein. Et si tu vivais à l'hôtel, tu ne pouvais pas rester chez toi. D'où la vie sociale du quartier latin. Malheureusement, ça n'existe plus le quartier latin. Il n'y a qu'un nom. Mais c'est bon, tu avais une chambre, je me souviens à un moment donné, j'avais une chambre de 4 mètres sur 2. Et parfois, quand on faisait des soirées chez Kiva, dans sa piole d'hôtel ou chez lui? Dans sa piole d'hôtel. Mais oui, on habitait dans une piole d'hôtel. On ouvrait la porte pour être à 6, à 8, enfin, tu vois. Et c'était une vie quand même, je pense, très Paris. Parce que ça existe encore. Rue d'Aligre, il existe encore 2 hôtels un peu comme dans le temps. Où les gens habitaient au mois. Et donc ça faisait aussi partie de mon entrée dans Paris, de ma vie à Paris. C'est une vie d'hôtel qui finalement t'obligeait de sortir beaucoup et rencontrer des gens. Par exemple, le soir, bon, il fallait aller dans un café, je veux dire. Et j'ai constaté effectivement, en parlant récemment, par exemple, avec Guetta, qui lui avait un appartement. Je l'avais rencontré. Mais là, sa vie était très différente de la mienne. Hein, moi, je sortais beaucoup, on rencontrait beaucoup de monde, etc. Et pour revenir, j'ai continué mon truc à la nationale. Ta recherche de la main gauche. Voilà. Ah oui, il faut oublier, j'ai oublié une chose quand même. C'est que lorsque j'ai fini ma licence, je ne voyais pas comment je pouvais gagner ma vie. Et il fallait bien que je me fabrique une sorte de
projet, pas professionnel, un projet pour gagner ma vie de façon à ce que je puisse continuer mon travail intellectuel. Et alors, mon premier projet à Paris, c'était de devenir précepteur ou de trouver du travail dans une boîte. Et en fait, j'ai fait ce travail. Donc, disons, j'étais précepteur, j'avais des élèves. Dans Paris? Dans Paris. J'ai travaillé justement une autre adresse qu'elle doit découvrir, mais je pense qu'elle va été, c'est le nom, mais je suis sûr que c'est rue de la Pompe. J'étais précepteur dans une famille et disons, j'étais nourri tous les soirs et puis je me donnais un peu d'argent. Et donc ma première idée professionnelle, c'est qui me permettrait à la fois de continuer à faire ce travail intellectuel, puisque je ne suis pas venu à Paris pour gagner ma vie, hein, ni pour faire une carrière professionnelle. Hein. Tu es venu comme artiste alors? Non, je suis venu pour faire ce truc intellectuel, hein, que je me suis promis à faire pendant la guerre. Sinon, ça n'avait pas de sens d'être à Paris. J'aurais pu rester en Roumanie. Et donc, au départ, c'était ça, c'était mon projet. J'étais même précepteur chez un comte en Bretagne, oui, ça c'était formidable. Je me suis occupé une fois d'un type d'une trentaine d'années qui était très malade, enfin, tu vois, j'ai fait... Et donc, le CNRS comment dirais-je, a remplacé ce travail de précepteur au départ. Donc, je continue à faire le CNRS. Et beaucoup de chercheurs ont peur de cet examen annuel ou bien du rapport annuel. Mais au départ, c'était la terreur. Parce que je me disais, mais pourquoi ils me garderaient? Parce que je n'avais pas trouvé, tu comprends, on ne trouve pas une idée en un an. Hein? Et alors, donc j'ai commencé à travailler sur ce projet, hein, sur cette question. Et il faut bien dire que la Sorbonne était d'une pauvreté intellectuelle inimaginable. Hein? Non, vraiment, c'est pas pour taper sur la Sorbonne, mais enfin, je veux dire, moi je me souviens, j'allais au cours de la Seine, c'est le seul certificat que j'ai loupé d'ailleurs, qui était, je sais pas moi, on dit de parler des caractères. Et tu ne comprenais pas pourquoi elle te raconte tout ça. Et bon, je suis allé un peu, je pense que Davy, et puis avec Gurevitch. Gurevitch, peut-être, je me dis maintenant que je l'ai sous-estimé, peut-être que c'était un nom beaucoup plus important que je ne le pense. Enfin, il avait... pour moi, c'était de la parole. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était un type qui te fabriquait des mots et des phrases et tout ça. Alors, je ne sais pas s'il faut que je te raconte tout ça. Alors, il s'est passé ceci, que j'ai fait... moi, j'avais une formation mathématique, mais maintenant, tu sais que je fais des articles avec des gens, des modèles mathématiques. Et j'ai découvert, je pense c'était en 1949, un livre qui a une très grande influence sur, à la fois intellectuelle, mais aussi, comment dirais-je, personnelle, qui est le livre de Wiener sur la cybernétique. Tu sais, Malebranche raconte comment il a trouvé, comment il a palpité, comment il était
en fièvre quand il a lu le Descartes, enfin le discours de la méthode. Pour moi, c'était à peu près la même chose. Pourquoi? Parce que c'était pour moi la première fois, d'abord, que je voyais qu'au fond, une science, les gens la fabriquent. C'était un groupe de gens, ils sont réunis, puis ils ont pris un certain nombre de problèmes, et ils se sont dit, on va faire une science de ça, ça s'appellera la cybernétique. Et deuxièmement, c'est que pour la première fois, me semble-t-il, il y avait une rupture avec le modèle de la science en général, mais peut-être de ce que nous appelons aujourd'hui les sciences humaines. Tu comprends bien, pour moi qui arrivé de Roumanie, les sciences humaines, ça ne veut rien dire. Hein. C'était les sciences exactes, et puis la philosophie, et puis... Et alors, le fait qu'on prend des gens appartenant à des disciplines différentes pour créer une science. Et pour moi, ça, si tu veux, c'était une épistémologie nouvelle, une façon nouvelle de voir les choses, c'est-à-dire une épistémologie où tu unis des phénomènes différents. Au lieu d'essayer, on peut dire sans vexer personne que, disons, les théories à la Durkheim, c'est des mécaniques sociales, c'est le système de Newton appliqué aux sciences sociales. Tous les modèles sont là. Marx aussi un peu, même s'il y a du Hegel là-dedans, c'est des mécaniques sociales, c'est des sciences chacune pure. Hein. Et un peu l'anthropologie française était aussi ça, hein, avec une mécanique peut-être sociale, peut-être biologique. Hein. Or là, on trouvait une science où on unifiait, hein, au lieu d'essayer de réduire un phénomène unique, tu unifiais les phénomènes différents. Et ça, pour moi, c'est une possibilité. Et ça, c'est le bouquin de Wiener. Wiener, oui. Ça a été pour moi une découverte, et je me suis dit, mais après tout, on pourrait faire ça aussi pour les sciences sociales. Donc c'est la transversalité du... Oui, mais c'était l'idée que tu peux créer un champ par l'unification des choses très diverses, pourvu que tu trouves un principe ou une théorie. Et alors, ça a eu deux effets, c'est que je me suis mis à appliquer... alors, pour moi, c'était la découverte de la communication, hein, de l'idée de la communication, donc, qui est en fait un modèle qui était absent dans les sciences sociales. Par exemple, pour chez Durkheim, le social, c'est du contrainte. Chez d'autres, c'est le pouvoir, la domination, c'est-à-dire on a un principe, mais la communication présuppose une interaction et quelque chose que les gens font ensemble. Et c'est peut-être maintenant naïf, à ce moment-là c'était un peu différent, mais tu sais, être comme ça, des choses que tu trouves très naïvement au départ, et puis qui ont des conséquences dans ta façon de voir. Mais enfin, c'était pas très naïf à cette époque-là. Hein. Et même aujourd'hui, le problème de la communication, le problème de la pensée comme dialogue, c'est pas... Donc c'était la découverte du fait que de la communication, je me suis dit, mais après tout, ce que je cherche, moi, c'est de voir comment une pensée scientifique se transforme en pensée de science commune dans le processus de communication. Hein? Ça, pour moi, c'était assez important. Et puis, je me suis intéressé à la théorie de l'information, la théorie mathématique. Et je ne vais pas entrer dans tous les détails, mais j'avais trouvé une méthode qui permettait d'étudier des structures, si on peut dire, mentales. C'est des échelles? Les échelles. Et en leur appliquant la théorie de l'information, je les associais à ces problèmes de communication. Hein? Donc communication de contenu, transformation de contenu, etc. Et aussi cette idée que
que, bon, les gens, si tu communiques, c'est que les gens ont des codes. C'est-à-dire, ils ont moi j'appelais, enfin, ce n'est pas que moi, c'est-à-dire, mais je pense que moi il y a des représentations mentales. Hein. C'est vrai que Durkheim, mais à ce moment-là, Durkheim, on ne savait pas. Je veux dire, on pense que Durkheim n'existait pas dans l'université française depuis la Première Guerre mondiale. Hein. Et enfin, communication n'allait pas tellement avec Durkheim, ça allait plus avec Tarde. Enfin, donc là, j'ai pu commencer à travailler. La communication, ça veut dire que tu commences à travailler dans l'interaction, dans la pensée comme un dialogue, hein, pas comme un système structuré, parce que, disons, même si on a introduit dans certaines théories la communication, on a toujours quand même conservé l'idée de la pensée comme un système, pas, hein, parce que la théorie durkheimienne, comme d'autres théories en anthropologie, sont des théories solipsistes. Hein. On remplace le solipsisme du je par le solipsisme du nous, mais c'est du solipsisme. Hein. Ce n'est pas du dialogue, ce n'est pas de la pensée dialoguée. Donc, alors là, ça m'a pris quand même 2-3 ans, puisque j'avais fait ces échelles. Et alors, ça a été très important aussi, de fil en aiguille, parce qu'il y a un ami, quelqu'un qui est devenu un ami qui s'appelle Claude Faucheux, qui est entré avec Lagache pour faire l'anthropologie de la Corse, à des objets culturels corses. Puis, en 1953, Lévi-Strauss organise un séminaire qui a duré pratiquement 1 an, où moi je n'ai rien dit, mais il y avait de très beaux linges, il y avait Coiré, Lacan, Mandelbrot, Piaget un peu, enfin tu vois. Mais c'était pour moi aussi l'expérience du fait qu'on apprend plus à écouter des gens qu'à les lire. Mais parce que j'avais fait ce travail sur ces échelles, sur ces structurations, que alors là, j'ai commencé finalement à me sentir plus à l'aise dans la recherche. Et la conséquence, c'est que j'ai déménagé. J'ai quitté l'hôtel et je suis allé en appartement. En appartement. Chez un dénommé Pierre, moi je l'appelais Père Bois, mais il s'appelait de Bois-Gontier, c'était un peintre. Boulevard Aspaille. Nous n'avons pas encore parlé du fait que je suis étrangère, mais je reviendrai peut-être. Enfin, je te pose des questions. Alors, donc, chez Père Bois, il habitait une maison en bois. 240, et c'est toujours en bois. Ouais. Je ne sais pas, c'est 240 boulevard Raspail, oui, vers Garquinet. Ouais. Et je suis entré, bon, j'ai fait sa connaissance. Et alors, il m'a loué une chambre. Mais, chose importante, ma chambre avait une vue sur le cimetière. De Montparnasse. Montparnasse. Et ça, c'est une chose sur laquelle je m'interroge. Pourquoi, après tout, j'aurais pu prendre ailleurs? Pourquoi j'ai pris une chambre qui donnait sur le cimetière?